efforçons justement de ne pas nous enfermer dans un jargon qui serait auto-référentiel. Nous cherchons à expliquer, à faire connaître des auteurs, des doctrines, des pratiques. Donc nous essayons là de faire un effort dans ce sens-là. Mais nous traversons en même temps des champs de savoir multiples, historiques, théologiques, juridiques, philosophiques, économiques. C'est-à-dire qu'au fond, notre démarche est de ne pas nous cantonner, de ne jamais nous cantonner à une seule discipline universitaire. Nous travaillons, Pierre est philosophe, je suis sociologue, nous nous intéressons à beaucoup de domaines de la connaissance, et donc à chaque fois, quand nous écrivons, quand nous travaillons, nous sommes nous-mêmes obligés de nous familiariser avec des domaines qui ne sont pas les nôtres. Par exemple, nous ne sommes ni l'un ni l'autre juristes. Mais pour traiter du commun, il nous a fallu nous mettre au travail, nous mettre à lire des livres sur le droit. Droit de propriété, droit d'usage, sur la tradition juridique romaine, qui n'était pas du tout notre domaine. De la même façon, nous avons fait des incursions dans le domaine théologique, dans la mesure où la question du commun, et on l'entend encore aujourd'hui lorsqu'on écoute les discours, lorsqu'on lit les encycliques du pape François, on s'aperçoit que le commun est une dimension extrêmement importante de la tradition patristique, donc de l'Église catholique. Donc si vous voulez, ce que nous demandons au lecteur est assez exigeant. Nous demandons au lecteur de venir avec nous dans ces domaines qui ne lui sont pas nécessairement familiers. Mais avec, je crois, on peut espérer un bénéfice pour le lecteur, à savoir qu'il aura appris quelque chose. Il n'aura pas lu ce qu'il savait déjà. Il n'aura pas, il ne sera pas nécessairement conforté dans ses croyances qu'il avait au début. Nous essayons de le déplacer, de le faire bouger, de l'amener à se poser des questions et à continuer le travail. C'est ça que nous voulons faire dans nos livres. Voilà, c'est ce que je peux vous répondre sur la première partie de votre question. Sur la seconde, et sur la question de la propriété, donc nous appelons en effet à une révolution, mais pas du tout telle qu'elle a pu être entendue à certaines périodes du 19e et surtout du 20e siècle, à savoir l'élimination totale du marché ou la suppression complète de toute forme de propriété. Il ne s'agit pas de cela pour nous, mais des rapports, disons, de prévalence, de subordination, des rapports hiérarchiques, si vous voulez, entre des droits d'usage et des droits de propriété. Le monde bourgeois et capitaliste, c'est un univers qui, sans aucune retenue, si vous voulez, a fait passer le droit de propriété absolu et exclusif comme le droit suprême, éliminant toutes les autres formes de droit. Et je ne citerai que celui-là. Dans le droit romain, il existe une catégorie très importante qui a été reléguée aux marges. C'est celle de choses communes, la res communis. Elle existe, cette chose commune, elle existe encore dans nos codes civils. Je ne sais pas l'article dans le code espagnol, mais il y est certainement. En France, il est un article que beaucoup de juristes, de magistrats ou d'avocats ne connaissent même pas. J'en ai fait l'expérience il y a quelques semaines. Je disais, allez voir l'article 714 sur la chose commune. C'était les premiers surpris. Eh bien, il est un article du Code civil français qui est directement, par
branché sur la tradition romaine et qui dit il est des choses communes, c'est-à-dire des choses qui n'appartiennent à personne et qui sont d'usage commun. Donc, au creux, au cœur, caché dans un pli de nos codes civils, il existe des choses de ce genre. Alors, nous ne défendons pas cette idée de choses communes, nous discutons justement de cette tradition romaine parce que s'attacher simplement à la chose commune, à la res communis, n'est pas un principe vraiment, je dirais, révolutionnaire, c'est plutôt un principe qui limite le commun à un certain nombre de biens qui sont par nature insaisissables. Les Romains désignaient par chose commune ce qui était à la lisière du droit, d'une certaine façon, du droit humain, c'était des choses insaisissables. C'était la mer. La mer est chose commune parce qu'elle est insaisissable. L'air est chose commune parce qu'elle est insaisissable. On ne peut pas l'emprisonner, on ne peut pas la saisir, l'enfermer, la clôturer et la posséder. Il est évident que cette conception-là, d'abord, ne tient pas face à l'essor, je dirais, des technologies qui permettent de posséder, de se saisir. Il a fallu précisément étendre considérablement le champ des biens communs, comme on dit aussi dans le droit, parce que ces biens communs, précisément, pouvaient être saisis, accessibles. Il a fallu décider, par exemple, que la Lune était chose commune, par un traité international. Il a fallu décider que l'Antarctique était terre commune. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, les États ne pouvaient pas s'emparer, ne pouvaient pas se saisir. Bon, voilà finalement quelques indications qui renvoient aussi à la nature de notre travail. La nature de notre travail, c'est finalement de réinvestir, de redécouvrir, si l'on peut dire, des traditions enfouies, des filiations ignorées, des connexions entre des luttes, des pratiques et des doctrines qui peuvent, par exemple, dater de très longtemps, mais qui, d'une certaine façon, ont encore leur efficacité ou leur effectivité aujourd'hui. J'ajouterais simplement, par rapport à ce que vous avez dit sur le style, la lecture, etc., que la lecture de cet ouvrage n'est pas, comment dirais-je, ça ne relève pas d'un chemin de croix, et que ça ne relève pas non plus d'un parcours du combattant, quelles que soient les images que l'on retienne. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il appartient au lecteur de se construire un chemin. Et nous insistons beaucoup sur ce que le travail de lecture doit opérer par lui-même. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « mais je ne savais pas au début par quel bout prendre ce livre énorme ». Et en fait, certains ont commencé par exemple d'emblée par la troisième partie, sur les propositions politiques. Et puis à partir de cette troisième partie, qui en effet apparaît comme étant un peu plus lisible que d'autres chapitres, ils sont ensuite revenus au début. Et puis certains ont lu peut-être assez, comment dirais-je, cursivement, comme on dit en français, la première partie. Ils ont sauté certains passages qui leur semblaient difficiles. Et puis ensuite, ils ont lu le reste du livre. Et ensuite, à partir de cette lecture, ils sont revenus à ce qui leur semblait plus difficile, en particulier au chapitre préliminaire, qui est un chapitre, en effet, qui est un peu difficile, qui s'appelle l'archéologie du commun. Voilà. C'est pour dire que il n'y a pas, comment dirais-je, il n'y a pas de chemin absolument imposé par avance. Ce n'est pas un livre qu'on doit prendre en commençant par le début pour aller jusqu'à la fin, et si on s'arrête en bout de chemin, on est condamné à ne rien comprendre. Non. C'est un livre qui mérite d'être lu à travers plusieurs entrées. Voilà, je crois que ça c'est important aussi. Et puis dernière chose, bon, nous avons dans l'édition espagnole, ça ne figure pas, il y a des citations en exergue dans l'édition française. Il y a en particulier, il y a 3 citations. Il y a une citation de Baudelaire. Il y a une citation de Baudelaire qui n'est pas la première. La première citation, c'est une citation d'un poète américain, Walt Whitman, qui est assez important. Mais la deuxième citation, c'est une citation de Baudelaire, et il y a des journalistes, en particulier certains journalistes en France, qui se sont laissés avoir, si je puis dire. La citation de Baudelaire dit la chose suivante. C'est un aphorisme comme ça. Avis
avis aux non-communistes. Deux points. Tout est commun, virgule, même Dieu. Il y a des gens qui, en Italie en particulier, je me souviens, ont dit « Ah, mais ça, cette citation, cet aphorisme de Baudelaire résume absolument tout le livre. » Mais c'est pas du tout notre propos, et c'était pas du tout d'ailleurs le propos de Baudelaire, puisque c'est une boutade, c'est très ironique. Avis aux non-communistes, tout est commun, même Dieu. Tout est commun, même Dieu. En réalité, il faut apprendre ça au sérieux, il faut considérer ce que ça signifie pour, comment dirais-je, apprécier la saveur de cette ironie. Manifestement, il y a beaucoup de gens qui sont passés complètement à côté. Mais justement, notre propos ne consiste pas à dire tout est commun, et notre propos ne consiste pas non plus à dire tout doit être commun. C'est le tout qui fait problème. Précisément, nous considérons que le commun est le principe à partir duquel la société doit être réinstituée. Mais ça signifie que c'est le centre de gravité de toutes les relations sociales. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres rapports que ceux du commun. Donc il existe en effet des rapports sociaux qui relèvent de la propriété privée, du commerce privé, de l'échange marchand. Simplement, toute la question est de faire en sorte que le commun soit le principe prévalant, le principe à partir duquel toutes les autres logiques doivent être repensées. À ce moment-là, on pense en termes de limitation de la propriété ou du droit de propriété, et pas en termes de disparition pure et simple du droit de propriété. Voilà, c'est peut-être une clarification importante, mais qui va tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Christian. Est-ce qu'il y a un processus d'effacement du mot dans l'histoire? Et puis, ce mot a été un peu confondu avec le mot public, par exemple. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui avec les deux mots, non? Le public et le commun. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu la différence? Oui, alors chaque langue a ses particularités. Par exemple, vous avez raison, public, par exemple, désignerait en français ce qui relève de l'État. C'est en fait, je pense, par évidemment référence à l'extension historique du domaine public, qu'on peut aussi appeler domaine national en français, les domaines nationaux, par exemple, et qui sont les conversions historiques de ce qui était le domaine royal, qui est devenu, au moment de la Révolution française, domaine national et domaine public. Et donc, quand on parle de public en français, effectivement, c'est l'étatique qui vient tout de suite à l'esprit, de sorte qu'on a comme catégorie intellectuelle, politique, etc., très opératoire, cette division en tête du privé et du public identifié à l'étatique. Ce duo-là, privé-public, renvoie évidemment à une situation d'enfermement dans lequel les espaces communs, autogouvernés, autogérés, comme on dit, par la société elle-même, disparaissent. Et d'une certaine façon, c'est comme si ce qui était initiative, auto-activité de la société, ne pouvait exister qu'à travers, d'un côté, l'espace marchand, ou l'espace, disons, étatique, très souvent très bureaucratisé, très centralisé, etc. etc. Bon. Ce que nous essayons de montrer, c'est précisément que ce duo État-marché, privé-public, est une construction historique, et que de toute façon, il a toujours existé, justement, un public non étatique, si on peut dire, on dit nous-mêmes, qu'on peut appeler aussi espace des activités communes, qui relèvent plutôt d'une auto-organisation de la société. Et le commun, tel que nous le pensons comme principe politique, est un principe qui
dépasser, à aller au-delà de ce duo infernal du privé et du public, du capitalisme de son côté et puis de l'État. Aller au-delà en faisant justement prévaloir, en stimulant, en encourageant, en développant des activités qui visent à produire des biens, des services, etc., à développer des relations qui ne soient ni celles de l'État, ni celles du marché. Voilà un peu comment nous concevons les choses, mais vous avez tout à fait raison de nous rappeler qu'il y a là un processus historique très important qui nous a amené à l'effacement, à l'occultation du commun. En primer lloc em referiré a les dues edicions, la francesa i la castellana. La francesa té un color vermell, encara que un vermell esvaït, no? sense força, sense el roig revolucionari. En canvi, l'edició castellana sembla l'arcoiris, no? Sembla tot molt bonic, tot que va dient al paradís, no? El paradís en la terra, etc. No? I de fet, quan heu parlat de la revolució sembla que teniu un por al que suposa el trencament. El trencament perquè estem en un sistema productiu, basat fonamentalment en la propietat privada, però amb un estat, amb unes forces policíaques que estan legalitzades, no legitimades, però sí que legalitzades para, com deia Weber, utilitzar la força. O, com deia també Pierre Bourdieu, que per cert m'estranya molt que en l'índex de noms del vostre llibre que he estat fulejant no heu citat ni una vegada a Pierre Bourdieu en les seves lliçons sobre l'estat en el Col·legi de França. No? Em sembla molt estrany. En canvi, citeu molt altres, Castoriadis, citeu el Proudhon, etc. No? M'ha ratificat la vostra bonomia, la vostra bona voluntat, la vostra no radicalitat en el combat, no? Citant el pare Francesc, no? El papa actual, que aquesta és la tradició. La tradició és del catolicisme, del cristianisme, és tota propietat ha d'estar al servei dels interessos generals, no? del bé comú. Però ens hem quedat allí darrere segle invocant aquest bé comú al qual s'han de subordinar. Però hem de saber que aquestes forces de l'Estat, tant del poder físic com del capital simbòlic, com diu Pierre Bourdieu, no? Vosaltres, quina alternativa al sistema productiu i quin nou estat, perquè és impossible sense un estat el poder funcionar. De fet, una mica ja. Je vais s'enseigner en français. Ma question est assez pratique. C'est-à-dire, vous avez beaucoup pensé sur la question philosophique, sur la question historique, mais je voudrais bien savoir si, à travers de ces pensées, ces connaissances historiques, etc.,
comme devrait-il être à l'avenir. Par exemple, propriété intellectuelle, les brevets de médicaments, devrait-il être 20 ans, 12 ans, 5 ans, des choses comme ça. Nous sommes dans un pays où les services publics sont privés. C'est-à-dire, moi je crois à la concurrence, mais d'autre part, nous sommes dans un pays où là où il n'y a pas de concurrence sont privés. Toutes ces questions, est-ce que l'industrie électrique nucléaire doit être dans les mains privées? Des questions comme ça, vos opinions, sont sur les livres ou pas? Non, on est en concurrence pour répondre aux questions. Non, pour rassurer monsieur, enfin, nous préférons quand même Pierre Bourdieu au pape François. Disons que c'est pour nous une source d'inspiration beaucoup plus importante. Et pour vous rassurer aussi, nous sommes en train de travailler sur un livre sur l'État, la nation et la souveraineté, qui donc, je ne sais pas s'il sera peut-être aussi gros que celui-là, mais qui fera grand cas des analyses, en particulier de Pierre Bourdieu sur l'État. La question qui nous semble extrêmement importante, et là il faut porter aussi une certaine clarification, c'est que pour nous, commun n'est pas un principe d'union des cœurs et des esprits, une espèce de grande communion. Commun n'est pas communion. La communion eucharistique, c'est une forme de commun, sans aucun doute, mais qui n'est pas la nôtre et qui n'est pas, surtout, la forme de commun qui se développe aujourd'hui dans les pratiques, expérimentations, luttes concrètes, réelles, contemporaines. Ce que nous avons fait dans notre livre, c'est justement de montrer qu'il y avait des grands mouvements, si je puis dire, qui se réclamaient du commun, des grandes périodes du commun, des grandes interprétations du commun, mais qui n'étaient pas nécessairement les nôtres. Nous faisons un travail d'archéologie. Et un travail d'archéologie, ce n'est pas un travail d'adhésion, ce n'est pas parce que nous parlons des moines du Moyen-Âge, ce n'est pas parce que nous parlons de Saint-Benoît et de Saint-Basile que nous allons nous convertir et passer le reste de notre vie dans un monastère. C'est un travail d'histoire d'une certaine façon. Donc c'est ceci pour vous rassurer. Je pense que parce qu'on évoque c'est pas parce qu'on évoque le pape François que nous sommes, comment dire, identifiables à telle ou telle position religieuse ou politique. Bon, pour nous, le principe du commun est un principe de conflictualité. C'est un principe de conflit entre, justement, tous ceux qui s'investissent dans des luttes de résistance, dans des pratiques alternatives, et qui, en les développant, se heurtent à des logiques contraires. Le domaine du numérique est exemplaire à cet égard. Les pratiques collaboratives ou coopératives ont très vite rencontré des logiques de centralisation et d'appropriation du capitalisme digital, qui croît d'ailleurs à une vitesse absolument phénoménale et qui est le lieu d'une accumulation de capital avec un rythme totalement inédit. Je pense à ce qu'on appelle le capitalisme GAFA, Google, Amazon, Facebook, etc. Donc, nous ne sommes pas du tout non plus des croyants dans les vertus spontanées, naturelles des nouvelles technologies. Nous pensons en termes de combat, de lutte. Le numérique n'est pas un domaine du commun spontanément, comme certains le pensent. Il y a un certain nombre de gens qui pensent que la société se transforme en une gigantesque coopérative du seul fait que tout le monde est connecté par ordinateur. Et que le communisme est déjà là, du fait même que tout le monde est connecté. Ce
Ce n'est pas du tout notre position. Notre position, elle est très proche à certains égards, justement, des perspectives d'un sociologue comme Pierre Bourdieu, qui pose ses analyses toujours en termes de conflit. Le conflit, c'est avec qui? C'est avec précisément les nouveaux maîtres, les nouveaux appropriateurs, les oligarchies économiques et politiques qui vont jusqu'à utiliser les aspirations à la collaboration et à la coopération pour réinventer le capitalisme. Ça va jusque-là, si vous voulez. Et ça, vous trouverez ces analyses dans ce livre, qui donc est traversé par cette idée du conflit. La révolution, telle que Pierre l'a définie, la réinstitution, ne se fait pas, je veux dire, dans un grand mouvement de fraternité où tout le monde, toutes les classes sociales, se convertiraient à cette nouvelle croyance. Pas du tout ça. Ça ne peut se faire qu'à travers des luttes. Les luttes pour l'eau, par exemple, sont des luttes précisément qui sont engagées en Irlande contre les forces politiques et économiques dominantes en Europe, qui sont représentées par la Troïka, comme ça a été dit tout à l'heure. Oui, sur les deux questions, pour la première, sur la définition de l'État, je suis tout à fait enclin à considérer que la définition proposée par Max Weber est reprise dans une certaine mesure par Bourdieu avec un petit correctif, puisqu'il parle du monopole de la violence physique légitime, la violence physique et symbolique. C'est le correctif qu'introduit Bourdieu dans les leçons sur l'État. Je suis tout prêt à considérer que cette définition vaut la peine d'être regardée avec attention et qu'elle est, comment dirais-je, respectable, même si éventuellement on peut la critiquer. Mais je n'ai pas tellement compris ce que vous vouliez dire au début. Vous avez parlé de notre bonhomie comme si c'était incompatible avec la radicalité. Alors, j'ai un peu de mal à me figurer ce que cela implique, parce que je me dis que celui qui est radical devrait afficher une mine sévère, ne jamais sourire et être extrêmement agressif dans son propos. Alors, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est une formule de Marx qui se trouve dans un petit texte qui s'appelle La question juive, ou à propos de la question juive en 1843, et il rappelle la racine de radical. Que dans radical, il y a radix, justement, qui signifie la racine. Être radical, dit Marx, c'est prendre les choses à la racine. Et il ajoute, or la racine pour l'homme, c'est l'homme. En ce sens-là, je ne sais pas si je suis à la fois bonhomme et radical, mais en tout cas, je suis radical. Je suis radical au sens où Marx le dit en 1843. Je considère en effet qu'il faut prendre les choses à la racine. Voilà. La question est de savoir ce qu'on entend précisément par la racine. Mais c'est un point sur lequel je me permets d'attirer votre attention, parce que il ne me semble pas que la racine ce soit l'État, même si l'État a un rôle tout à fait essentiel. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut se satisfaire de la définition donnée par Max Weber et reprise par Bourdieu avec le correctif que j'ai signalé, parce que il me paraît que c'est une définition qui est trop, comment dirais-je, je vais adopter un vocabulaire de philosophe, essentialiste, c'est-à-dire une définition qui tâche de donner ou de livrer l'essence de l'État. Et en réalité, quand on examine la définition de Max Weber, ce n'est pas du tout une définition essentialiste, puisqu'il l'inscrit dans un processus historique. Il explique que, précisément, il y a eu un processus historique au terme duquel des communautés de droit ont été expropriées de telle manière que l'État détienne à la fin le monopole. C'est comme ça qu'il présente les choses. Et ça me semble effectivement extrêmement important et intéressant à rappeler. Simplement, je ne pense pas que l'État doive être le centre de tout. Alors je dirais, là ça n'a rien à voir avec le pape François, je dirais pour clarifier complètement la position qui est la nôtre, que nous ne sommes pas des anarchistes au sens où par exemple on pouvait entendre ce terme, je ne sais pas moi, en 1936 en Catalogne. Nous ne sommes pas des anarchistes au sens où nous ne réclamons pas l'abolition ici et maintenant tout de suite de l'État. Mais nous ne sommes pas non plus des étatistes. C'est-à-dire que nous ne considérons pas que l'État constitue le centre de toute la vie sociale. Et donc nous considérons que l'État constitue un niveau, mais parmi d'autres,
qu'il y a d'autres niveaux en deçà et qu'il y a d'autres niveaux au-dessus. Et toute la question à ce moment-là a supposé qu'on mette en équivalence l'État avec le niveau national, ce qui est toujours assez discutable, mais à supposer qu'on mette cette équivalence-là, à ce moment-là, on peut s'interroger sur la question de savoir comment articuler ces différents niveaux. Et c'est ce que nous proposons dans la fin du livre, puisque nous parlons à ce moment-là d'une fédération des communs, d'une double fédération des communs, d'une fédération des communs politiques. Le commun politique de base, c'est la commune, au sens de la municipalité. Vous savez parfaitement ce que ça veut dire, par exemple, à Barcelone. Ça, c'est le commun politique de base. Et il faut entendre ce mot-là fait résonner, en tout cas en français, ça fait résonner à la fois la langue du droit, de l'administration, parce qu'on parle du municipe, au sens romain du terme, et puis en même temps, ça fait résonner quelque chose qui relève de l'histoire des luttes, et en particulier, ça fait résonner quelque chose qui renvoie à l'expérience de la Commune de Paris, puisque c'était une commune qui voulait s'instituer comme commune et aider à la construction d'une fédération libre des communes de France. Il ne faut jamais oublier que le projet des communards n'était pas de construire ou de reconstruire un État centralisé, mais justement de construire une fédération des communes de France, à l'image de la Commune de Paris. Les communards disaient souvent la seule dictature que nous reconnaissons, c'est la dictature de l'exemple, en s'adressant aux gens de la province, à Marseille, à Lyon et à d'autres villes. Donc il nous paraît qu'il y a dans cette vision-là quelque chose d'assez important. L'État n'est pas le centre. L'État constitue un niveau parmi d'autres qui demande à être articulé à partir d'une logique qui est celle précisément du commun. C'est pour ça que nous parlons de commun politique de base, mais que nous considérons que les communs politiques aux différents niveaux doivent être articulés les uns aux autres en fonction d'une logique qui est celle de la fédération. Voilà. C'est pourquoi nous faisons référence à Proudhon. Il ne s'agit pas d'une réhabilitation de la personne de Proudhon. Je mets les choses au clair. Il ne s'agit pas du tout de cela. Ce n'est pas du tout notre propos. Simplement, le dernier ouvrage de Proudhon, il y a deux ouvrages importants. Il y a un ouvrage qui s'appelle « Des capacités politiques des classes ouvrières », et puis il y a un ouvrage sur le principe fédératif. Et il nous paraît que cet ouvrage sur le principe fédératif est un ouvrage tout à fait fondamental. Parce que Proudhon, il réfléchit à la construction d'une double fédération. Fédération des communes sur le plan politique et fédération socio-professionnelle sur le plan de la vie socio-économique. Et il se demande à ce moment-là comment articuler ce double système fédératif. Ça, pour nous, c'est en effet quelque chose qui constitue une voie, en tout cas. Je ne dis pas qu'il faut exactement penser dans les pas de Proudhon, mais en tout cas, c'est une voie qui nous paraît assez intéressante à interroger. Voilà. Et puis, pour la deuxième question, sur les brevets, la privatisation et la concurrence, je crois que concernant la concurrence, il faut peut-être s'interroger sur la façon dont, en général, la concurrence est vantée ou valorisée. Vous avez dit, je trouve qu'il n'y a pas assez de concurrence, parce qu'il y a en effet un discours qui consiste à dire qu'il faut que la concurrence soit libre et non faussée. Je reprends un certain nombre d'expressions qui émanent d'institutions bien connues. Et de l'autre côté, il y a des grands groupes qui s'arrangent pour s'arranger un monopole de fait. Tout le monde connaît ça. La question de fond est de savoir, est-ce que la généralisation de la concurrence, c'est-à-dire le fait que la concurrence soit le principe à partir duquel fonctionne toute la société, serait quelque chose de bénéfique pour les citoyens? Dans le discours néolibéral, on vante le principe de la concurrence parce qu'on dit que la concurrence institue ou instaure la souveraineté des consommateurs. Et toute la question est de savoir ce qu'il faut entendre par cette expression souveraineté des consommateurs. On reprend le mot de souveraineté, qui est un mot qui appartient au vocabulaire politique, mais on met à la place du citoyen, celui qui exerce par exemple son droit de vote ou de participer à la délibération publique, on met le consommateur. Et on dit que c'est le consommateur qui doit être souverain. Et en général, d'ailleurs, les gens qui sont des défenseurs du néolibéralisme et qui vous parlent de démocratie, parlent de la démocratie des consommateurs. Par exemple, l'expression qui en Europe est très courante dans les institutions européennes, qui est la fameuse expression d'économie sociale de marché. C'est une expression qui vient de l'ordolibéralisme allemand et qui signifie purement et simplement la démocratie des consommateurs en tant que les consommateurs sont reconnus comme étant souverains. Bon,
Je pense que, en fait, quand on creuse, il y a là une mystification, parce qu'il s'agit de s'entendre sur ce qu'on appelle la souveraineté, sur ce qu'on appelle le consommateur et sur ce qu'on appelle le citoyen. Le consommateur souverain n'est certainement pas celui qui participe à la délibération publique. Il fait pression sur les différents agents. Il fait pression, par exemple, sur les fonctionnaires. Il fait pression sur des groupes d'intérêt. Il est soi-disant porteur de l'intérêt général. Dans l'ordolibéralisme allemand, il y a cette théorie selon laquelle les consommateurs, en tant que consommateurs, ont des intérêts constitutionnels communs. Là, je ne fais que, voilà, vous voyez, je popularise, je vulgarise une idée qui est à la base de la doctrine de l'ordolibéralisme allemand de Walter Eucken, qui est un penseur qui a commencé à faire ses premières armes dans la doctrine économique et dans la doctrine juridique avant la Seconde Guerre mondiale, dans l'Allemagne d'avant la Seconde Guerre mondiale, voilà, qui a été donc le père fondateur de ce qu'on appelle l'ordolibéralisme allemand. Voilà, il dit, c'est très important à comprendre. Les consommateurs ont des intérêts constitutionnels convergents en tant que consommateurs. Mais comme producteurs, dit le même Walter Eucken, ils n'ont pas d'intérêts convergents, ils ont des intérêts divergents. Parce que comme producteurs, chacun va avoir un intérêt particulier à défendre contre les autres. Et je crois que c'est une véritable mystification de cette idée selon laquelle les consommateurs, en tant que consommateurs, ont des intérêts communs, comme si le véritable commun était le commun des consommateurs. Je ne dirais pas ça, je ne dirais pas non plus d'ailleurs que le véritable commun est le commun des producteurs. Et je crois qu'à cet égard, il faut être capable d'aller au-delà de cette espèce de division entre le consommateur et le producteur. Mais pour en revenir à la question que vous posez très précisément sur les brevets, je vais prendre un exemple, là aussi, comme tout à l'heure à propos de l'eau. L'exemple est celui d'un savoir-faire ancestral dont les paysans d'une certaine région de l'Inde sont dépositaires depuis des siècles. Il s'agit de l'utilisation qui est faite par ces paysans d'un arbre qui s'appelle le margousier. Cet arbre-là a des vertus qui sont fongicides. Il permet, en d'autres termes, de tuer un certain nombre de champignons qui peuvent menacer des récoltes. Les paysans, dans une vallée de l'Inde très précise, l'utilisent depuis plus de 2000 ans. Une société américaine, du nom de Grace, il y a quelque chose comme 15 ans, est intervenue pour déposer un brevet, en disant, dorénavant, c'est nous. Nous, ça veut dire nous et le gouvernement américain, puisque le brevet est un brevet qui est déposé à la fois par le ministère américain de l'Agriculture et par la société Grace, qui est une société privée. Nous avons dorénavant donc un brevet, nous sommes détenteurs d'un brevet. Et à travers ce dépôt de brevet, ce qui est en question, c'est tout simplement l'expropriation d'un savoir ancestral possédé par des communautés paysannes vivant dans un certain lieu. Or, ce qui est remarquable, c'est qu'une personnalité que nous apprécions beaucoup, qui s'appelle Vandana Shiva, qui est une philosophe et physicienne indienne, a engagé un combat contre cette société. Le combat a duré 15 ans. Il est exemplaire parce qu'il montre que le terrain du droit est un terrain de lutte. Il ne faut pas dire que le droit est un instrument. Pas plus d'ailleurs que l'État n'est un instrument. Ce sont des fadaises et des balivernes, ça ne veut rien dire. Mais le droit est un terrain de lutte. Ça, indiscutablement, le droit est un terrain de lutte. Pendant 15 ans, ils ont lutté pied à pied pour faire reconnaître le savoir-faire, l'antériorité du savoir-faire ancestral de ces communautés paysannes. Et au bout de 15 ans, l'Office européen des brevets a cassé le brevet de la société américaine Grace. Voilà, ça me semble la bonne voie. Il y a certains qui ont dit, mais est-ce que le plus efficace ne serait pas de déposer des co-brevets, donc des brevets avec les sociétés privées et les communautés paysannes? Mais je pense que c'est un piège. Je pense que c'est un piège et que si on accepte cette logique-là, ensuite l'expropriation du savoir ancestral interviendra de toute façon de manière déguisée ou pas. Je pense que par conséquent, la voie la plus productive et en même temps sur le plan juridique la plus prometteuse, ça n'est pas celle du dépôt de co-brevet. C'est le fait de faire reconnaître dans le droit l'antériorité d'un savoir ancestral. Parce que finalement, vous savez, les gens qui déposent des brevets, ils argumentent en disant « nous sommes les premiers ». C'est un argument qui revient tout le temps. Nous sommes les premiers. Vous vous rendez compte l'argent que nous avons dépensé?
le nombre d'argent que nous avons investi dans la recherche. Et voilà aujourd'hui que certains hésitent à reconnaître notre droit à déposer un brevet. Bien non, justement, ce qui me paraît fondamental, c'est que lorsqu'on aide les communautés locales à établir, à faire reconnaître l'antériorité de leur savoir, on rompt, on brise, on remet en cause de façon brutale et radicale, alors là pour le coup radicale, la logique même du brevet. Je dirais que c'est plutôt cette voie-là qui me semble devoir être suivie. Bon, je n'ai pas le temps non plus d'intervenir sur les droits d'auteur, mais là aussi, il me paraît qu'il y a un certain nombre de voies à explorer, notamment celle des Creative Commons, puisqu'il en est question beaucoup dans le monde de l'édition, et je pense que ce n'est pas contradictoire avec la reconnaissance du travail fait par les auteurs. Donc ce sont des questions qui sont assez importantes, mais je pense que la logique du commun, c'est ça, c'est d'arriver aussi à déconstruire des vieilles oppositions pour montrer que ce sont des choses qui finalement ne devraient plus avoir cours. Non, je parle bien le français, alors je vais essayer en català. Una pregunta molt concreta, i és que des de l'educació, des de l'àmbit de l'educació, en el llibre anterior era molt clar com la competitivitat estava entrant a tot el món educatiu, els valors, els continguts, la competitivitat entre el professorat, entre l'alumnat, entre els centres educatius, entre el públic i el privat, etc. La pregunta seria de quina manera en el món de l'educació es pot reintroduir o introduir la nova filosofia o el nou paràmetre de lo comú, que seria una mica el que esteu plantejant vosaltres. I després una anècdota només que m'ha vingut al cap, més enllà dels grans pensadors, jo recordava que quan donava classes en els meus dos alumnes els llegia una carta d'un indígena nord-americà que expressava el seu espant perquè el president dels Estats Units els havia enviat la proposta de comprar-los la terra. Llavors fa tota una carta explicant la bogeria que és, que com un senyor tan important se li pot ocórrer una tonteria com aquesta, com es pot vendre la terra, etc. He pensat que explicava d'una manera molt planera el que vosaltres d'una manera molt seriosa esteu plantejant. Bueno, primero agradecer mucho la conferencia y el aporte, porque efectivamente habéis permitido pensar por caminos nuevos. Y esto no es común, no es lo común. Y en relación a la palabra, yo creo que común en sí mismo como significante, como palabra, alude a comunidad, a comunitario y a unión. Es decir, que vosotros hayáis puesto el énfasis muchas veces en que el conflicto está en el corazón de esto, me parece un logro. Porque con la palabra común esto puede quedar borrado. Y vosotros decís una vez, otra y otra. Y me ha parecido importantísimo. Y ahora un pequeñísimo error. Freud habla de una pulsión que es la pulsión de la creatividad. Y es una de las pulsiones menos trabajadas en la obra de la pulsión escénica, que me parece muy importante para ya que sois investigadores y vais a diferentes disciplinas, lo toméis en algún momento del tiempo. Y la otra cosa es que pensé en la consecuencia de los tiempos laborales, porque vais a los posesivos. Vosotros vais a tomáis en cuenta, decís, para mí, la consecuencia que tienen los tiempos, el posesivo concretamente, que no en todas las culturas ni en todas las lenguas tiene el mismo peso y el mismo valor. Bueno, es lo que quería decir. El pequeño aporte y gracias otra vez.
effectivement, vous évoquiez la conquête des terres, effectivement, c'est un point que nous développons aussi, le fait qu'effectivement on ait pu considérer à un moment donné l'ensemble de la terre comme appropriable. Et je crois qu'il y a un philosophe anglais du nom de John Locke qui a justement pris l'Amérique comme modèle d'une certaine façon en disant que le monde entier ressemblait à l'Amérique, à savoir qu'il était à la disposition du premier occupant. Je crois qu'il y a là au fond quelque chose de très profond dans l'histoire occidentale et qui s'est répercuté d'une certaine façon dans les façons de penser. Le rapport à la terre et même, je dirais, le rapport au commun qu'on a assimilé à ce que les Romains appelaient justement la chose, la res nullius, ou la terra nullius, celle qui n'est à personne et qui attend d'être appropriée. Ceci dit, sur la question de l'éducation, elle est tout à fait fondamentale. Il y a là aussi une très ancienne tradition qui n'a rien à voir avec celle de John Locke, qui veut que l'éducation soit pour le commun. C'est Aristote qui définit précisément la paideia pro koinon, l'éducation pour le commun, tel était l'idéal des Grecs du 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc la chose n'est pas nouvelle, mais elle a été effectivement dévoyée, profondément transformée avec l'évolution de l'éducation aujourd'hui qui vise à produire non pas des citoyens pour la vie collective, mais à fabriquer ce qu'en Europe on appelle le capital humain. Aujourd'hui, j'ai fait un livre qui est traduit en espagnol en 2004,